Chelsea sont champions du monde. Félicitations à eux. 3-0 les mecs, qui s'attendait à ça? 3-0, net sans bavure. Et ce qui est drôle, c'est que c'est littéralement le pronostic que j'avais donné. Genre, Paris gagne 2-3, voire 4-0, j'avais dit 4-0 en prono. Et Paris tue le match assez tôt. Finalement, ça a été le contraire. Du coup, Paris ne sont pas imbattables. Paris ont bien perdu aujourd'hui. Et je vais commencer par une chose. C'est... Les mecs, faut être droit dans ses bottes. Et il faut être cohérent. Moi, les gens qui vont parler que de fatigue ce soir, pour moi, c'est faux. Donc, Paris, on disait, sur cette compétition, que c'est l'équipe qui paraît la plus en jambes, qui paraît la plus fraîche. Bizarrement, ils ont une saison longue, ils ont gagné la Coupe du Monde, enfin, ils ont gagné la Ligue des Champions. La saison a été très longue côté Paris. Très très longue. Ils ont eu des barrages de Ligue des Champions, certaines équipes l'ont pas eu. Et là, pendant cette Coupe du Monde des clubs, notamment contre le Bayern, et surtout contre le Real, on se disait... On ressentait de la fatigue, hein, mais on les sentait qu'ils avaient plus de jambes que l'adversaire. Et beaucoup disaient que c'était même l'équipe qui avait plus de jambes pendant le tournoi. Hakimi, à la fin du match contre le Real, il dit « En vrai, je me sens plutôt bien, je me sens bien physiquement. » Et Chelsea, notamment contre Benfica, on a vu qu'il y a eu de la fatigue. Du coup, en fait, il y a 4-5 jours, les mecs, Chelsea était fatigué, ils ne le sont plus aujourd'hui, ils sont en pétard. Et Paris était fatigué, ils n'étaient pas fatigués il y a 4 jours et aujourd'hui ils sont morts. En fait, les mecs, faut être cohérent. Ça a joué la fatigue. Je pense que Paris était plus fatigué que Chelsea et c'est normal au vu de la saison. Malgré que Chelsea ont joué la première ligue avec beaucoup d'intensité, ils sont allés la chercher jusqu'à la fin, leur place en Ligue des Champions. Il y a eu la finale de Conference League aussi. Mais bon, le reste de la compétition, ils ont fait tourner. Du coup, je trouve que ce n'est pas être cohérent de parler que de fatigue. Pour moi, il y a eu plus que ça. Pour moi, à Chelsea, et je vais même dire, Enzo Maresca a très bien joué le match, a très bien lu le match. Ils ont complètement annulé Paris. Pour moi, c'est plus dû au fait de Chelsea à bien jouer leur match. Ils ont bien préparé leur match. Il y a certaines individualités qui ont été exceptionnelles. Maresca a bien lu le match. Que l'inverse. Que ouais, la fatigue. Paris, leur qualité première, c'est le contre-pressing. C'est la récupération rapide, c'est la récupération très haute, c'est le pressing. Mais là, Chelsea les a tués dans ce domaine. Paris n'ont pas réussi à ne serait-ce qu'avoir une petite séquence de récupération rapide. Ils avaient un surnombre au milieu de terrain. Et le fait que les attaquants de Chelsea, t'en as certains qui demandaient dans la profondeur. Notamment le joueur Pedro Neto, Enzo Fernandez qui de temps en temps demandait dans les pieds et qui faisait aussi ses appels avides dans le dos du Paris Saint-Germain. Dans le même temps, t'as Palmer qui descend, t'as Cucurella qui demande. Pareil pour Reece James qui a fait un match exceptionnel dans le jeu. Individuellement, ça n'a pas été... En fait, c'est son rôle qui a été exceptionnel à Reece James, notamment en première période. Et ouais, et pour moi, Chelsea a très bien joué le coup. Ils ont complètement annulé le Paris Saint-Germain, la force du Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, Paris Saint-Germain sont forts dans tous les domaines. Ils maîtrisent tous les faits de jeu. Mais pour moi, le truc qui enclenche, en fait, le jeu du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est de la récupération rapide. Étouffer l'adversaire, se positionner dans le camp adverse, avoir des longues possessions, ou alors jouer en transition. Mais là, Chelsea ne les ont pas permis à faire ça. Et en plus, Paris, quand ils avaient la balle, notamment la première relance, c'est Chelsea qui allait les chercher. Chelsea contre-pressait et pressait très très haut et très très bien. Par exemple tout con, Vitinha en première période, on ne l'a pas vu. Parce que le mec, Maresca a ciblé comme Vitinha, c'est le mec qu'il faut annuler au pressing, sinon si tu l'annules pas, t'es mort. En fait, ton pressing va se faire couper en 8. Et bah, ils l'ont encerclé 2-3 joueurs, ils l'ont bouclé, et derrière, Jean Neves a été invisif, Fabian Ruiz n'a pas été bon, après lui, il est plus haut dans le terrain,
ils serrent plus dans le dernier tiers. À partir de là, ils ont tué le pressing. Enfin, ils ont tué la première phase de possession de Paris. Par contre, Paris, quand ils ressortaient, t'avais des phases où Paris arrivait à rentrer dans la surface de Chelsea et les mettre un peu en difficulté. Et malgré ça, même en vrai, Paris, Chelsea, ils sont restés très 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 solides. Paris n'ont pas eu d'énormes occasions, même s'ils ont eu la première avec Doué. D'ailleurs, je pense que les Parisiens vont s'en mordre les doigts. Mais ouais, c'est mérité. Même le score, les gars. Même le score, hein. C'est peut-être un vrai truc, parce qu'en vrai, ils n'ont pas eu 1 milliard d'occasions, mais les occasions, les mecs, elles sont claires et nettes. C'était surtout des transitions où l'équipe était coupée en deux, comme je vous ai expliqué, ils ressortaient facilement du pressing, il y avait beaucoup de joueurs dans l'axe. Et ils avaient juste un surplus au milieu de terrain, côté Chelsea, face au Paris Saint-Germain. Et derrière, en transition, des João Pedro, et surtout, du Cole Palmer, l'exceptionnel Cole Palmer. Tu laisses de l'espace et du temps, mais il fait ce qu'il veut. Vous savez, dans la surface, t'as des joueurs, dans la surface, tu sais que les mecs rentrent dans la surface, ils sont pas pressés, il y a but, en fait. C'est ces joueurs plus. Ces joueurs, on dirait, c'est comme Yamal. Vous voyez le but de Yamal contre le Real Madrid au match aller? Il est côté droit, il rentre, il fait 2 feintes de frappe, il met 2 joueurs par terre, ensuite il la place sans mettre de force. Bah Palmer, c'est pareil. Les mecs, je vais prendre une expression qu'ils disent dans le Winamax FC, les mecs arrêtent le temps dans la surface. Bah Palmer, mec, tu lui donnes du temps, de l'espace. Pareil pour la passe, là. La passe pour João Pedro. Tu laisses le temps, l'espace. Et ça a été notamment le frérot Beraldo, qui a fait un match catastrophique. Mais on va parler des individualités plus tard. Mais ouais, pour moi, le match s'est joué là-dessus, les mecs. La fatigue a joué, Paris était plus fatigué. Mais pour moi, parler que de ça, c'est de 1, ne pas être cohérent comme je l'ai expliqué. Et de 2, ne pas être juste avec Chelsea. Chelsea ont fait un top match. Mieux préparé. Et les individualités ont été au niveau, contrairement à Paris. Là, on va faire le tour des individualités. Beraldo cataclysmique. Il est sur la tronche des 2 premiers buts. Sans parler de tous les buts qu'il a fallu donner. La parade de Donnarumma là, dans la prolongation. Dans les 10 dernières minutes. Dans les 5 dernières minutes. Il a été fébrile. Avec ballon, il perdait beaucoup de ballons. Et surtout sa fébrilité. João Pedro l'a tué. João Pedro d'ailleurs, match de dingue. Match de dingue de João Pedro. Là, il a fait du yo-yo là pour citer les individualités. João Pedro, match de dingue. Super recrue. Franchement, Chelsea, je recrue. Voilà, vous savez, hein, vous voyez les vidéos. Je critique beaucoup Chelsea, leur recrutement. Je pense à peu près tout le monde le fait. Mais même les choix des joueurs. Tu vois, ils recrutent beaucoup, mais même les choix des joueurs, des fois, je comprends pas. Mais là, João Pedro, direct, j'étais hype. Et lui, c'est une recrue de dingue. C'est un genre intelligent, physique, mais aussi technique. Comme le but qu'il met, il est extraordinaire, tu vois. Le piqué, le lob, il est parfait. Voilà, que dire, Palmer, j'en ai parlé, homme du match, exceptionnel. Un autre joueur, Chelsea. Si pour moi, Palmer n'était pas homme du match, pour moi, ça devait être lui, c'est Caicedo. Il a tué le milieu de terrain du PSG. Il a fait un nombre incalculable de récupérations. Je sais pas, les mecs, si quelqu'un dans le chat peut sortir la stat, j'aimerais bien savoir le nombre de ballons récupérés. Moi, je pense, en tant que 6 récupérateurs... En fait, Jean Neves est très bon dans la récupération haute, dans le contre-pressing. Par exemple, possession basse, c'est pas non plus... Enfin, quand ils défendent en bloc, c'est pas non plus le mec qui récupère le plus de ballons. Caicedo, en termes de récupérateur, je pense qu'actuellement, c'est le meilleur au monde. Je pense que... Là, comme ça, de tête, là, j'en vois pas beaucoup. Enfin, j'en vois pas, en fait, tout court. Du coup, très fort. Ensuite, Sanchez, match de dingue. Beaucoup critiqué. Je l'ai beaucoup critiqué pendant le stream, pendant le react, pendant le commentary. Mais frère, Sanchez, match de dingue. L'arrêt, là, sur Dembélé, en début de deuxième période. Où le match, là, il peut rentrer dans un truc en mode, ah putain, on se prend un but, c'est la meilleure équipe du monde en face, putain, on va se chier dessus. Il a tenu l'équipe. Chalobah, très bon match. Colwill aussi. Je les critique beaucoup. Cucurella, très solide comme d'hab. Malo Gusto, exceptionnel. Je pense qu'il est dans mon top 4 des meilleurs joueurs avec Palmer en 1, deuxième Caicedo, en 3 João Pedro. Ouais, c'est mon 4. Malo Gusto, comme j'ai dit, le frérot... comment il s'appelle? Reece James, top match. Top match, Reece James. Ensuite, il y a qui d'autre? Pedro Neto, en vrai. Peut-être le joueur de Chelsea, un peu moins en vue, mais en vrai, il avait plus un rôle de bloquer Hakimi. Offensivement,
bah du coup, il jouait en tant qu'ailier gauche. Mais sans ballon, il rejoignait la ligne de 5 défense. La ligne de 5 en défense. Avec Cucurella, défense centrale gauche, qui décale en défense centrale gauche. Et Pedro Neto, qui joue latéral gauche pour contrer Hakimi. Du coup, il a fait un match, on va dire solide. Voilà, pour être gentil. Et voilà, les mecs, je crois que j'ai noté tout le monde. Enzo Fernandez aussi, hein, on l'a pas trop vu. Et ensuite, Paris Saint-Germain, bah, ils ont un peu pas été tous pas bons, hein, mais le pire, c'était Beraldo. Neves aussi, très déçu. Dembélé est placé complètement à côté. En fait, depuis le deuxième but, je crois que c'est le deuxième but où il veut faire un changement d'aide, il se loupe contre-attaque but. À partir de là, il loupe complètement son match, il force son jeu. Et on a revu des bribes de l'ancien Dembélé, qui tente beaucoup mais qui rate. À un moment, frère, il voulait jouer trop vite, il se précipitait et il faisait un peu n'importe quoi. En fin de première période, après le... Même je crois en début de deuxième. Après, il a été invisible en vrai. En vrai, il commençait bien, mais après le but, comme je vous ai dit, le but pris, l'erreur, c'était assez chaotique. Vara pas bon, Doué trop de déchets. Pour moi, le meilleur, en vrai, c'était Vitinha. Hein. Moi, le meilleur, c'était Vitinha. C'est le seul au milieu de terrain qui arrivait à casser le pressing de temps en temps par la course, à faire des feintes de corps en mode ah, je vais la donner. En fait, non, je rentre dans l'axe. Des fois, à casser des lignes, balle au pied. Malheureusement, bah, il a été pris, on l'a pas beaucoup vu. Mais ouais, allez, on va faire un top 3 du match. Je l'ai dit, hein, c'est 3 joueurs de Chelsea de toute façon. Premier Palmer, deuxième Caicedo, troisième Jean Pedro. Et quatrième Malo Gusto. Tu vois, j'hésite entre Malo Gusto et Jean Pedro dans le podium. Sinon, vas-y, on en donne 4. Et les pires du match, les flops. Je vais dire en 1, Beraldo, sans aucun doute possible. En 2, je vais dire Jean Neves, en plus il prend le rouge et même dans le match, je l'ai pas trouvé bon du tout. Et troisième, Nuno Mendes. Il s'est fait... Ouais. Tous les buts viennent de son côté et il s'est fait manger contre Palmer. Hein. Il a arrêté beaucoup d'ailiers, hein. Mais là, Palmer lui a fait le cul. Bon après, encore une fois, là Paris n'ont pas fait un bon match. Du coup, bah en fait, il devait rattraper une erreur. Comment, pas une erreur, En fait, ils étaient en retard. Du coup, en fait, il devait rattraper le retard. Bah, il a un temps d'avance, Palmer, bah il fait ce qu'il veut, frère. Et du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai terminé sur un truc. Pour moi, Paris, là, malgré qu'ils ont fait une saison historique et que ça n'enlève en rien, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis de Parisiens pour savoir si... Comment vous prenez le truc? Moi, la sensation que j'ai en tant que non-supporter du Parisien, de Paris, et juste jouer avec Parisienne, parce que c'est une équipe française, et en vrai, c'est le club de ma ville, tu vois, je suis quand même content, c'est... Le truc qui est décevant, pas décevant, mais le truc qui fait un peu mal et qui pique un peu côté Paris, c'est en mode... C'est le dernier match de la saison. De la saison d'une vie, en fait. De la saison d'une vie, de la saison d'un club. De l'histoire d'un club. C'est la plus grande saison de l'histoire, c'est... Et en fait, c'est le dernier match. En fait, du coup, tu peux pas rectifier, tu peux pas te rattraper de cette erreur, en fait. D'ailleurs, en gagnant une autre compétition, en regagnant des matchs, en fait, c'est vraiment la dernière image. En plus, tu perds 3-0 dans une compétition où t'étais bon, frère. T'as éliminé le Bayern, qui était un super Bayern, et t'as éliminé le Real Madrid. Tu perds une finale où t'étais favori, où vraiment t'as pas été bon du tout, t'es complètement passé à côté. Voilà, j'aimerais bien l'avoir des Parisiens, l'avoir l'avis des Parisiens de comment ils prennent cette défaite-là. J'aimerais bien votre avis, les mecs. N'hésitez pas. Du coup, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui. Et pour finir, encore côté Paris, on a vu, je trouve que Paris ont fait des saisons exceptionnelles, ça n'enlève rien. Mais je trouve qu'il y a quand même des points d'amélioration et une énorme marge de progression. Enfin, une énorme, je sais pas. En tout cas, il y a une marge de progression. C'est le banc. Pour moi, il n'y a que Barcola qui est un vrai joueur de banc qui rentre où tu te dis, ok, lui, il peut faire un truc s'il rentre. Le reste, est-ce que c'est Luis Enrique qui a mal géré certains joueurs, dont Zaïre Emery? Moi, je pense que oui, pour le cas Zaïre Emery. Je trouve qu'il a assez mal habilité. Mais le reste, je trouve qu'ils peuvent s'améliorer. Des Kangin Lee, on sait, ils font plus partie du... Ils comptent plus vraiment sur lui. Pour moi, ils doivent recruter un joueur de ce type de joueur-là, mais plus. Un mec qui peut vraiment être concurrent pour être titulaire ou être un très bon super sub.
Je pense à Kliouche, par exemple, dans le style Kanginli. Gonzalo Ramos, je suis benfiquiste. Je l'aime beaucoup. Mais je pense Paris, ça fait 2 saisons, il est remplaçant. Je pense pas qu'une 3e saison, en sachant qu'il va être remplaçant quoi qu'il arrive. Moi, je pars. Moi, je pars. En fait, la fin de saison, il a eu quelques opportunités et il s'est loupé, en fait. Du coup, je pense qu'il a perdu du crédit. Et même lui, niveau confiance, moi, je partirais. Je serais lui, je partirais. Après, Paris, est-ce qu'ils vont recruter un neuf remplaçant? Moi, je pense, je suis dans l'optique, je recrute un faux neuf. Et moi, c'est Rodrigo Mora. Pour être le remplaçant de Dembélé. Genre, être le genre style Dembélé, tu vois, faux neuf qui demande dans le jeu, qui dézone. Rodrigo Mora, en plus, il joue aussi au milieu de terrain et dans les ailes. Du coup, en fait, tu perds pas un joueur. En fait, là, Gonzalo Ramos, tu le perds parce que tu sais que Luis Enrique n'aime pas les neufs. Du coup, voilà. Et pareil, Beraldo en défense. Zabarni, faut que ça arrive vite. Beraldo, faut le vendre. 15-20 millions, ça part en première ligue, mais il faut le dégager. Il a pas le niveau. Et voilà, un latéral droit, parce qu'il y aura la CAN. Hakimi, le frérot, il va enchaîner. Là, il a enchaîné cette saison de dingue. Et ensuite, la saison, il va enchaîner, il va pas avoir de vacances. Et en plus, il a la CAN. Et en plus, il a la Coupe du Monde en fin de saison. Il faut qu'il souffle. Sinon, le mec, il va être cramé. Il va se faire une blessure de dingue la saison prochaine. Il faut recruter un latéral droit. Et pas mettre Zaïre Emery à droite. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Puis en fait, il y aura la CAN pendant un mois. Il y aura peut-être 7-8 matchs. Parce que maintenant, ils jouent tous les 3 jours, les mecs. Dont des gros matchs de Ligue des Champions. Faudra un vrai latéral droit, tu vois. Un latéral gauche remplaçant Nuno Mendes aussi, puisque Lucas Hernandez, pour moi, il faut le vendre. Il est finito, le frérot, après ses croisés. Du coup, voilà. Du coup, Paris a une marge de progression. Paris n'est pas invincible. Paris a montré qu'ils peuvent encore s'améliorer malgré la saison all-time, quoi. Je le disais avant le stream, c'est que Paris, depuis 10-15 ans, pour moi, en termes de saison, en fait, tu rajoutes le jeu, les individualités et surtout les titres. On n'a pas vu ça depuis le Barça de Guardiola. Vous allez me dire, le Real Madrid, vous avez plein de Ligue des Champions de ça. Oui, mais en fait, le fait que la supériorité dans le jeu. Le Real Madrid, ils ont été beaucoup dans la réaction. Tu vois, ils perdaient et ils devaient faire une remontada. Paris, la Ligue des Champions, à part le début, mais tu vois, depuis janvier, frère, ils ont tout écrasé. Il y a eu quoi? Le premier match contre Liverpool, mais le match aller, ils devaient gagner en fait. Et ils ont rattrapé qu'un 1-0. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, d'équipe, genre, qui vraiment un coup de massue, ils ont cassé le football, c'est eux. Mais est-ce que la Coupe du Monde des clubs va gâcher un peu tout ça? Je sais pas. Moi, je pense pas, parce que c'est une compétition qui n'a pas existé jusqu'à maintenant. Et c'est une compétition assez spéciale qui arrive en fin de saison. Les joueurs sont cramés. À voir. Mais bref, je crois que j'ai tout débrief, les mecs. Du coup, voilà, Chelsea est champion du monde. Pendant 4 ans, Chelsea vont avoir le badge de champion du monde. Je sais pas que j'aime pas les Chelsea, hein. Grosse dédicace aux supporters, je n'ai rien contre vous. Moi, c'est juste, c'est Boei, quoi. La stratégie de Chelsea d'empiler des joueurs, de mettre des milliards et des milliards pour. Ils savent pas trop quoi, parce que c'est quoi le projet de Chelsea au final? Ça vend des presque titulaires à Arsenal. Ça renforce un concurrent pour le titre. C'est très bizarre. Tu joues le titre, tu ne renforces pas une équipe adverse. Du coup, c'est quoi le projet de Chelsea? D'ailleurs, les supporters de Chelsea, n'hésitez pas à dire en commentaire. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire, parce que moi, je ne comprends pas votre projet. Et bref, j'ai tout dit. Bravo à Chelsea, GG à eux. Et dire que Benfica en était à quelques minutes en prolongation de passer, quoi. Sans l'erreur, on passait. Enfin, en fait, on aurait pu être à leur place. Et je l'ai dit que Benfica avait un truc à jouer avec cette Coupe du Monde des clubs. J'ai trop le démon, sincèrement. En vrai, et même Benfica, c'est un type d'équipe, on est très fort en transition. Et face à ce PSG qui avait l'air cramé et qui avait l'air en retard tout le temps, constamment, il y a un monde, on aurait pu battre le PSG, sincèrement. Mais bon, on est Benfica, hein, c'est Benfica, vous connaissez, hein, on est des losers. Ces dernières années, on est des losers. Du coup, bref, voilà, fin du débrief. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce. Voilà. Bisous les mecs.